Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence et bienvenue à l'IRIS par ces températures glaciales. Merci d'avoir bravé le froid parisien pour venir nous rendre visite. Donc, à l'occasion de cette conférence relative à la parution du numéro 112 de la Revue internationale et stratégique, avec un dossier central que nous avons choisi de consacrer au sujet de l'urbanisation du monde, un dossier que j'ai eu le plaisir de coordonner avec mon collègue Robert Chawad, que je remercie et que je salue s'il nous suit peut-être depuis New York ce soir. J'en profite également pour remercier nos deux intervenants, à la fois bien évidemment pour nous avoir fait l'honneur et l'amitié d'écrire dans ce numéro, mais aussi bien évidemment pour leur présence ce soir. J'en profite également pour saluer Valérie Claire, qui est parmi nous dans l'assistance ce soir, qui a également contribué à ce numéro. Et enfin, puisque nous en sommes au stade des remerciements, je remercie également ma collègue Isor Marchand pour son précieux travail de l'ombre sur ce numéro. Alors, le point de départ de nos réflexions sur ce dossier pourrait être une forme de constat à valeur de rupture historique, qui est celui que depuis 2007, la majeure partie de la population mondiale, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, vit dans des villes ou en tout cas dans des espaces qu'on peut qualifier d'urbains. En 2018, cette même proportion de la population mondiale vivant dans des villes était de 55% et elle sera en 2050, selon les projections des Nations Unies, de 68%. Alors tout cela ne va pas sans un grand nombre de questions que nous avons tenté de décliner et d'éclairer dans ce dossier, sans bien évidemment prétendre à l'exhaustivité. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est que là où certaines villes parviennent à tirer parti de ce processus d'urbanisation du monde pour devenir des hubs économiques, voire pour certaines, de véritables acteurs internationaux sur des thématiques bien particulières, on a tout de même un certain nombre de défis qui se posent, défis dont on pourrait opérer comme cela à l'envi un large inventaire, puisque quand la population urbaine vient à s'accroître mécaniquement, on a un certain nombre de questions qui se posent avec une acuité renforcée. C'est peut-être la question des infrastructures, la question des logements, la question de l'assainissement, la question de l'accès à l'éducation, de la progression des inégalités éventuelles, de phénomènes de violence urbaine également, des risques de pollution et de catastrophes naturelles, etc., etc. Donc on a comme cela un phénomène qui est massif et global, qui continue actuellement de modifier la face du monde, avec des défis qui finalement s'avèrent parfaitement valables dans les pays qu'on pourrait qualifier du Nord comme dans ceux qu'on pourrait qualifier du Sud. Mais peut-être ces défis se posent-ils avec une acuité un peu plus particulière encore dans ces derniers pays dits du Sud, puisque là où les pays développés sont déjà à un stade relativement avancé de leur processus d'urbanisation, des continents comme l'Asie et l'Afrique connaissent actuellement un phénomène d'urbanisation accélérée, avec un risque, pour le dire prosaïquement, qu'une grande partie de cette croissance de la population urbaine vienne à se retrouver à vivre dans des bidonvilles. Donc, il nous a semblé intéressant, dans le cadre de cet événement de lancement de ce numéro, de nous interroger plus spécifiquement sur les défis que recouvre le processus d'urbanisation du monde pour les villes du Sud, avec tous les guillemets que ce terme nécessite, ou des Suds. Et donc, pour nous éclairer sur ces thématiques ce soir, nous avons avec nous deux contributeurs de ce dossier. Tout d'abord, Laure Criqui, vous êtes spécialiste en développement urbain international, consultante indépendante. Vous avez notamment travaillé précédemment à l'Institut du développement durable et des relations internationales, l'IDRI. Et ensuite, Jacques Véron, vous êtes démographe, directeur de recherche émérite à l'INED, l'Institut national d'études démographiques. Et donc, je me tourne tout d'abord vers vous. Jacques Véron, le papier que vous avez signé dans ce dossier s'intitule justement « Les défis de l'urbanisation dans les pays du Sud ». Et un des points de départ de votre réflexion dans ce texte, c'est l'idée que l'urbanisation est plus ou moins associée dans l'imaginaire collectif au progrès économique et social. Et or, vous le montrez, bien souvent, les liens entre urbanisation et développement sont bien plus difficiles à appréhender. Et finalement, loin d'être une voie toute tracée vers le développement, l'urbanisation
peut parfois au contraire être la source de nouveaux mots. Donc Jacques Véron, vous avez la parole. Merci beaucoup, Marc. Je ne sais pas si vous m'entendez. Hop. Alors, je vais donner des éléments de recadrage pour fixer. Ah oui, ça sera peut-être mieux. Merci. Pour fixer les choses. Donc déjà, je voudrais revenir brièvement sur la question des définitions et des réalités des villes. En fait, il y a une très grande variété de définitions des villes. La plus courante, c'est de définir un seuil de population à partir duquel un ensemble est qualifié d'urbain. Mais ce seuil peut être extrêmement variable. Je vous ai donné quelques exemples. Au Danemark, on démarre à 200 habitants. Aux Pays-Bas et au Nigeria, à 20 000. Au Mali, à 30 000. Et au Japon, à 50 000. Et puis, il y a d'autres critères qui peuvent être retenus. Dans le cas de l'Inde, par exemple, une ville, il y a une définition administrative d'une ville, quelle que soit sa taille. Ou alors, c'est une population de plus de 5 000 habitants, avec une densité de 390 habitants au kilomètre carré. Alors le 390, c'est juste parce que c'est 400 miles et que c'est converti en kilomètres. Avec des caractéristiques urbaines prononcées et les 3/4 des hommes qui vivent d'une activité non agricole. Donc déjà, il faut voir que les définitions peuvent être variables. Alors ça n'aura pas une incidence numérique considérable parce que une grande part de la population urbaine vit dans des villes de toute façon de grande taille. Par ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que selon les cas, on parle de villes ou d'agglomérations urbaines et les pays eux-mêmes considèrent quelquefois les villes simplement et pas les agglomérations urbaines. Et en fait, il y a 3 niveaux qui sont la ville, l'agglomération urbaine et l'aire métropolitaine, qui, elle, peut être en partie rurale, mais simplement qu'il y a des échanges journaliers, entre autres des navettes, et aussi des échanges commerciaux importants avec la ville. Alors tout ça conduit à se poser la question sur la réalité des villes du Sud. Dans quelle mesure sont-elles vraiment des villes telles qu'on les imagine, en type d'habitat? La place de l'agriculture urbaine dans certains pays fait que la ville elle-même n'a pas trop une allure de ville d'un pays développé. Alors, pour rappeler, Marc l'a rappelé, donc l'urbanisation du monde, on a passé le cap des 50%, enfin de la moitié de la population mondiale qui vit en ville, avec des différences marquées entre l'Amérique du Nord, qui a la plus forte, enfin l'Amérique qui a la plus forte proportion qui a le taux d'urbanisation le plus élevé, de 80%, avec peu de différence entre Amérique du Nord et du Sud. Donc ça, c'est l'évolution entre 1950, en bleu c'est 1950 et en rouge c'est 2015. Donc on voit la progression et on voit qu'en 2015, on est à 80% en Amérique, un peu moins en Europe, on est à 72-73%, et l'Asie et l'Afrique nettement décalés par rapport à ce schéma. Donc on a plutôt l'idée que quand le monde urbain, c'est un monde des pays développés. Par contre, si on regarde la population urbaine, c'est-à-dire la population qui vit dans des villes, elle est essentiellement dans les pays moins développés. C'est la courbe en vert. Donc la courbe en bleu, c'est l'évolution de la population urbaine. J'ai mis population, mais c'est population urbaine totale, donc 4 milliards de citadins, dont 3 milliards qui vivent dans les pays moins développés et 1 milliard qui vit dans les pays plus développés. Donc, suivant qu'on prend la part des gens qui vivent en ville ou le nombre, les effectifs, on a des visions assez différentes de l'urbanisation. Alors, je voudrais poser quelques questions autour, dans une acception large de ce qu'on a appelé l'avantage urbain ou le urban bias en anglais. L'idée qu'il y avait un avantage à aller en ville. Alors, cet avantage urbain, on peut le voir par l'association historique des villes, entre les villes et les civilisations, sur une perspective très longue. L'historien de l'économie Paul Béroc a étudié tout ça de très près, où on peut avoir une vision plus proche sur les opportunités économiques en milieu urbain, qu'est-ce qui va entraîner une décision de migrer.
Il y a eu pendant longtemps le modèle de Todaro qui était la référence classique, selon laquelle en fait les gens migraient du monde rural vers le monde urbain quand il y avait un avantage, quand les salaires urbains étaient supérieurs à ceux de la campagne, ces salaires étant pondérés par la probabilité de trouver un emploi en milieu urbain. Donc ça a été un élément de cadrage. Aujourd'hui, c'est plus du tout d'actualité. Il y a un certain discours qu'on peut entendre sur le fait que la pauvreté en ville est préférable, du fait que les villes se développent plus que les campagnes en raison notamment du poids politique supérieur des citadins. Le SSE est le lieu de pouvoir, la ville. Bon, d'ailleurs, aujourd'hui, dans les discussions actuelles, il y a un peu ces questions qui reviennent. Donc davantage d'équipements publics et finalement être pauvre en ville, ça serait mieux qu'être pauvre à la campagne. Il y a aussi une vision qui peut considérer que la croissance urbaine est en fait une réponse à la croissance démographique. Mais on peut considérer aussi simplement qu'il y a eu un retard de l'urbanisation dans les pays du Sud et qu'ils sont en train de rattraper ce retard. Et puis enfin, on peut avoir une vision consistant à soutenir que l'urbanisation est autonome aujourd'hui. Elle est en partie nourrie par la croissance naturelle dans les villes, les gens qui ont des enfants, et de manière en général plus importante par l'exode rural, mais avec deux éléments, le fait que la croissance de la ville appellerait la croissance, et du fait que l'exode rural fonctionnerait comme processus centrifuge. Ce ne serait pas parce qu'il y a des opportunités en ville que les gens se déplaceraient, mais simplement parce qu'ils quitteraient les campagnes, parce que les terres sont morcelées, et la taille des propriétés n'est plus viable, par exemple. Alors, en fait, ça, ce schéma représente le poids des villes. Donc, en jaune, c'est la partie rurale. Et à chaque fois, c'est 2018 et c'est les perspectives pour 2030. Donc, ce qu'on voit, c'est que pour chaque continent, en fait, le poids des grandes villes est supposé s'accroître. Vous voyez, les deux premiers, là, c'est l'Afrique. Donc, c'est la taille des villes, c'est par ordre de taille des villes, donc les plus grandes jusqu'aux villes de moins de 300 000 habitants, en vert cacadois. Et donc, à chaque fois, le poids des grandes villes. Donc, je reviens à la question de la définition que j'ai évoquée tout à l'heure. Au fond, qu'on mette la limite inférieure, la place de la limite inférieure n'est pas essentielle du fait que la plus grande partie de la croissance urbaine se fait au profit des grandes villes. Et on le voit, ces grandes villes, donc ça c'est les villes à l'échelle mondiale, et en rouge, ce sont celles qui augmentent le plus vite, et on voit bien que celles qui augmentent le plus vite sont situées dans les pays du Sud. Et sur les 8 plus grandes villes du monde, sur les 10 plus grandes villes du monde, il y en a 8 qui sont situées au sud, donc Delhi, Shanghai, Sao Paulo, Mexico, Le Caire, Bombay, Pékin et Dhaka. Sur les 33 mégapoles, c'est-à-dire les villes de plus de 10 millions d'habitants, 27 sont situées dans les pays du Sud. Donc en même temps, par rapport à ce phénomène d'urbanisation, on a des faibles taux d'urbanisation, une grande population urbaine et des très grandes villes, des très grandes agglomérations urbaines. Alors la question, pour revenir sur les défis, la question qui se pose, c'est de savoir s'il y a des problèmes propres aux villes du Sud. Donc il y a des enjeux économiques, la relation par exemple entre urbanisation et modèle de consommation. Vous savez que quand les gens migrent d'un milieu rural à un milieu urbain, ils ont tendance à modifier leur modèle de consommation. Donc ça induit par exemple une dépendance alimentaire dans un pays. Il y a la question de la place du secteur informel. Quand les gens migrent vers la ville, ils ne trouvent pas de travail dans le secteur travail salarié. Ils travaillent en général dans le secteur informel. Et la question des bidonvilles, qui a été évoquée tout à l'heure, en lien avec la vitesse de croissance de la population urbaine. Dans certains cas, des taux de croissance qui sont de 5%, ce qui veut dire une extension très rapide de la population. Alors, des enjeux sociaux sur le lien social de manière générale, sur les solidarités familiales qui peuvent être affaiblies en lien avec l'exode rural, sur l'insécurité. Alors, toutes ces questions, on peut se dire, est-ce que c'est lié au Sud ou pas? Alors, évidemment, il y a différents cas de figure. Et puis, des enjeux environnementaux, le manque d'assainissement, ça, c'est quand même quelque chose qui est propre au Sud.
En Inde, 53% de la population seulement a accès à un système d'assainissement, de la population urbaine a accès à un système d'assainissement effectif. En Afrique, 51%. Après, il y a la question de pollution, ça c'est Delhi, des déchets. Alors, tout le traitement des déchets, ça se pose aussi dans les villes du Nord, c'est un problème extrêmement important. Dans les villes du Sud, il y a le traitement des déchets sur place et les déchets qui se retrouvent dans la rue. Et donc tout ça conduit à se poser la question de la taille optimale des villes. Paul Béroc, dont j'ai parlé tout à l'heure, avait écrit un ouvrage fort intéressant, il y a déjà longtemps, en essayant d'estimer la taille des villes, en disant quand la ville augmente, on a des économies d'échelle, donc on peut se spécialiser, il y a un avantage collectif à ce que la taille des villes augmente, mais à partir d'un certain niveau, les inconvénients de la croissance l'emportent sur les avantages. Et lui avait défini ces tailles entre population optimale et population maximale entre 200 000 et 500 000 habitants. Or, aujourd'hui, pas très loin de la moitié de la population urbaine vit dans des villes de plus de 500 000 habitants. Donc, de toute façon, on serait dans ce cas-là au-delà de l'optimum. Alors, si on était au-dessus de l'optimum, ou si en tout cas il fallait limiter la croissance de la population, est-ce que c'est possible ? Il y a eu différentes expériences, mais deux que je voudrais juste mentionner. C'est une expérience indienne. Dans le plan indien, il a été question de favoriser la croissance des villes moyennes, justement, face à l'explosion démographique de Delhi, Bombay, Madras, etc., et Calcutta. En fait, ça n'a rien donné. Ces villes ont continué de s'accroître. Et puis, enrayer l'exode rural, il y a eu l'expérience chinoise, bon, puisque les gens n'avaient pas le droit, ceux de la campagne n'avaient pas le droit d'aller s'installer en ville. Donc, ça a généré une population flottante qui était de l'ordre de 100 millions de personnes qui allaient d'une ville à l'autre et qui ne pouvaient pas se fixer, qui n'avaient pas de droit en ville. À Shanghai, il y a quelques années, il y avait à peu près la moitié de la population de Shanghai qui n'avait pas de statut effectif, c'est-à-dire que les enfants ne pouvaient pas aller à l'école ou bénéficier des systèmes sociaux. Juste avant de terminer, j'aurais juste attiré votre attention sur le fait que les villes aussi sont situées pour beaucoup sur les zones côtières, dont sont exposées à des catastrophes naturelles. Il y a toute une problématique de l'urbanisation par rapport au changement climatique. Et donc, je voudrais juste terminer sur ces quelques questions qui sont la dichotomie urbain-rural. Est-ce qu'elle est dépassée ? Est-ce qu'au fond, la taille des villes compte plus que le clivage urbain-rural ? Et ça, ce sont des questions, à mon sens, assez générales, pas uniquement sud, du fait des systèmes, des médias, du fait des transports, du fait de beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des différences fondamentales comme il y avait ? Il y avait une époque où on pouvait définir pratiquement, dans le cas de la France, ça avait été fait un axe d'urbanisation et dire plus on est rural, on est conservateur, et plus on est parisien, plus on est progressiste. Et puis il y avait une espèce de hiérarchie liée à la taille des villes. On voit beaucoup moins, on voit encore des différences urbain-rural, mais pas des différences qui sont structurelles. C'est-à-dire que, par exemple, la fécondité rurale va être supérieure à la fécondité urbaine, mais si on regarde plus tard, elle sera toujours supérieure à l'urbaine, mais elle aurait pu diminuer beaucoup. Donc il n'y a pas une position, disons, rurale différente. La question de l'hétérogénéité des villes, est-ce qu'elles sont hétérogènes ou est-ce qu'elles sont devenues hétérogènes ? Et c'est Laure Criqui qui va, je crois, parler de ces questions. Donc, est-ce que les inégalités progressent quand il y a une classe urbaine qui se développe dans les villes du Sud ? Est-ce que la ségrégation spatiale est accrue ou est-ce qu'elle reste ? Et puis finalement, les crises, il y a eu une réflexion à une époque sur la crise de la ville ou la crise des sociétés. Quand on parle d'exclusion sociale, de sans-abri ou de l'individualisme, de l'isolement, est-ce que c'est propre à la ville spécifiquement ou est-ce que c'est finalement les sociétés qui se sont développées vers et qui, en tout cas, n'ont pas su faire face à un certain type de questions et disons, d'intégration sociale. Donc voilà, je vais m'arrêter là. C'est juste pour faire un petit cadrage général. Merci. Merci beaucoup, Jacques Ferron. Ce qui est intéressant de constater dans votre présentation et
et à plus forte raison dans l'article que vous avez écrit dans ce dossier, c'est qu'il existe bien évidemment plusieurs catégories de villes, mais qui toutes semblent faire face à un accroissement de leur hétérogénéité économique et sociale. Et donc, je me tourne donc vers Laure Criqui. Le papier que vous avez écrit dans ce dossier s'intitule « L'espace urbain, espace dual ou mosaïque, inégalité et fragmentation urbaine dans les villes des Suds ». Et vous écrivez qu'on a là des espaces qui sont à première vue de plus en plus fragmentés, ce qui donne lieu à un ensemble de qualifications ou de requalifications. Ce peut être par exemple la notion de ville duale qui a émergé aux États-Unis dans les années 1980. Ce peut être encore le retour en force de la notion de bidonville au cours des années 2000, ou ce peut être enfin la notion de ville inclusive que cherchent à promouvoir les objectifs de développement durable approuvés par les Nations Unies en 2015. Mais finalement, est-ce qu'on n'a pas là des catégories qui peinent à rendre compte des réalités à l'œuvre? Oui, Oups. Merci. Oui, alors effectivement, je vais du coup essayer de présenter rapidement. On a vu les grandes tendances de l'urbanisation dans le monde. Rentrer là, pour le coup, plutôt sur les dynamiques internes qu'on peut observer potentiellement dans les villes des Suds. Alors effectivement, on a dans notre imaginaire collectif, l'imaginaire des politiques, les images qui peuvent être véhiculées par les médias, une image de villes du Sud qui sont particulièrement fragmentées, inégales, ségrégées, et qui... toutes ces images et ces représentations qu'on a ont à la fois, je dirais, un avantage et un inconvénient. D'une part, un premier avantage qui est d'alerter l'attention, de mettre en avant cette idée d'inégalité sociales et spatiales dans ces villes, et avec pour ambition en fait, de faire un petit peu réagir, en l'occurrence autant que possible, les politiques sur des inégalités qui semblent inacceptables ou insoutenables. Malheureusement aussi, comme toute image ou représentation, on peut tomber parfois un petit peu dans la caricature. Et du coup, une vision un petit peu dichotomique de cet espace urbain entre les riches et les pauvres, qui occulte en fait la diversité, la dynamique et l'hétérogénéité des espaces urbains. Puisque cette idée quand même d'une ville homogène, et si on cherche la parfaite inclusion ou la parfaite égalité, en fait, jamais aucune ville n'a été de ce type. Les villes sont une manifestation spatiale de structure sociale, et donc on a toujours des différences socio-économiques qui se manifestent dans l'espace. Donc, dans cette tension entre dans quelle mesure est-ce que représenter et parler des villes du Sud comme des villes particulièrement inégales ou fragmentées est-il souhaitable ou pas? Qu'est-ce que ça implique derrière en termes de politique? Alors, je vais commencer par vous représenter. En fait, je vais aller directement, je vais tout faire là-bas, ce sera plus simple. Merci. Il y a des images qui circulent. Alors, je ne sais pas si vous avez vu une série photographique qu'a réalisé John Miller, voilà, qui s'appelle Unequal Scenes. Donc là, c'est 3 extraits. Vous avez, il me semble, donc c'est Mumbai en bas à gauche, Mexico en haut à gauche, et ici, c'est Nairobi. Des images de ce type, je suppose que vous en avez déjà vu. Il y en a une aussi de Rio, particulièrement connue, où on voit ces immeubles avec les piscines et à côté les favelas. Ces images circulent et effectivement attirent l'attention. Quand on voit ça, on se dit c'est absolument insoutenable et insupportable. C'est pas possible d'avoir des villes qui fonctionnent de ce type-là. Il y a dans le même ordre un ouvrage de Mike Davis qui s'intitule « Le pire des mondes possibles », Planet of Slums en anglais, le pire des mondes possibles, et qui présente ce processus d'urbanisation dans les villes du Sud de manière assez cataclysmique, avec une petite citation quand même, qui en lieu et place, je cite, « En lieu et place des cités de verre s'élevant vers le ciel », donc la ville moderne ou planifiée telle qu'on peut la rêver ou l'espérer, une bonne partie du monde urbain du XXIe siècle vit de façon sordide dans la pollution, les excréments et la décomposition.
Alors, certes, bon, c'est une traduction de l'anglais, mais tout de même, voilà, on est dans une vision où l'urbanisation dans le Sud, bon, en gros, hein, pour faire court, c'est assez horrible. C'est assez horrible et ça ne va pas du tout. Donc, on a ça d'un côté, et alors, effectivement, hein, qui va alerter l'attention. Et puis, de l'autre côté, on a des grands plans d'aménagement pour des espaces touristiques potentiellement, des grands plans d'aménagement pour faire si je ne dis pas de bêtises, c'est Kigali qui voulait devenir une petite Singapour, hein. Des gated communities, donc des communautés ou des quartiers fermés destinés aux élites, aux classes moyennes supérieures, aux classes supérieures, des enclaves, des malls qui vont être fermés à la masse urbaine, la masse populaire, dont on veut se protéger et pour vivre dans des espaces comme ça excluants très, très nettement. On a ces deux dynamiques, ces deux représentations en parallèle. Donc la question, c'est de savoir quelle est la réalité de ces images. Est-ce qu'on est juste en train de véhiculer des clichés ou est-ce que c'est vraiment la réalité de l'urbanisation? Et il y a de quoi, du coup, à ce moment-là, potentiellement s'inquiéter un petit peu des dynamiques sociales qui sont derrière. Alors, il y a une première tendance qui est de dire, bah oui, effectivement, on a des villes du Sud qui sont particulièrement polarisées, je dirais. D'une part, ce qu'il faut voir, c'est que le phénomène d'urbanisation au Sud a commencé principalement autour des années 50. Avec, en amont de ça, puisque c'était dans la grande majorité des pays qui étaient colonisés, un héritage de planification urbaine qui avait été élaboré par les pays colonisateurs et qui très souvent avaient eux-mêmes véhiculé volontairement des divisions dans la ville. C'est-à-dire qu'on avait la planification d'espaces pour les colonisateurs, une ville planifiée, une ville moderne, etc. Et puis à côté, la ville indigène. Et donc où là, il n'y avait pas forcément la planification urbaine et on n'allait pas chercher nécessairement à ordonner, à desservir ces espaces. Cet héritage n'est pas négligeable parce que du coup, on a derrière des cadres réglementaires, des cadres normatifs, des modes d'utilisation des sols qui sont ancrés dans l'histoire politique et institutionnelle des villes du Sud. On a par ailleurs, effectivement, aujourd'hui encore, des grands projets d'aménagement avec des fonds d'investissement internationaux ou nationaux qui vont alimenter ces fractures urbaines ou ces différences urbaines. On a typiquement la décision, par exemple, d'accueillir des grands jeux sportifs internationaux. La Coupe du Monde à Rio, c'était à Delhi, c'était par exemple les Jeux du Commonwealth, qui sont des grands événements internationaux, et où là, du coup, il va y avoir des investissements publics massifs qui vont être mis sur des grandes infrastructures ou sur des logements pour ces événements-là, et qui donc ne sont pas destinés à d'autres usages tels que, par exemple, on parlait de l'assainissement plus tôt, voilà. Donc là, il y a des choix en termes d'investissement public qui sont faits pour l'attractivité internationale de la ville qui vont venir creuser un petit peu ces différences. Donc, de fait, on peut se dire qu'avec cet héritage, avec ces nouvelles tendances, on a des villes qui vont être de plus en plus en tension sociale, en tension spatiale, et arriver à ce type de paysage. Néanmoins, il me semble que tout de même, comme toute vision un petit peu manichéenne comme ça des choses, très souvent on voit les deux pôles extrêmes et on oublie de voir ce qui se passe un petit peu au milieu. Au milieu et puis aux zones de friction, et puis est-ce que vraiment on a une telle polarisation extrême entre les deux. Et là, il faut voir plusieurs éléments qui sont à l'œuvre qui montrent qu'en fait, certes, ce type de situation existe, pour autant, il y a aussi d'autres dynamiques. D'une part, la notion d'informalité, dont Jacques Verron a parlé. La notion d'informalité, alors ce n'est pas un concept qui est flou, c'est tout ce qui n'est pas légal, en gros, mais qui recouvre une réalité qui, elle, en l'occurrence, est très floue. C'est-à-dire qu'on ne passe pas du formel à l'informel, comme ça, du jour au lendemain, qu'il s'agisse d'une petite entreprise, qu'il s'agisse d'un logement. En fait, on a toute une zone grise où, en fait, on va jouer là sur les normes, sur les règles. On peut avoir des pratiques
de dérogation ou de clientélisme de la part d'élites, par exemple, pour changer l'usage des sols pour pouvoir faire construire une villa, typiquement. C'est une forme d'informalité aussi. Et donc on a cet informel qui est en fait hors du champ réglementaire, qui infuse, je dirais, un petit peu partout, à toutes les strates sociales et un petit peu dans tous les espaces de la ville. Donc, on n'est pas là dans une opposition, en fait, on est plutôt dans des pratiques qui sont fluctuantes, qui vont changer, qui vont évoluer. Des quartiers qui peuvent être qualifiés comme informels à un moment, ben, parfois il suffit en fait de changer une loi ou un règlement pour qu'on arrive à ne plus être informel, et puis la loi elle rechange, puis on redevient informel. Enfin, voilà, on n'est pas sur des catégories fixes. Par ailleurs, il y a également, puisqu'on est dans des situations d'urbanisation, et donc avec la croissance démographique va la croissance spatiale et l'expansion spatiale des villes, ces villes du Sud ont des franges, je dirais, périurbaines qui sont extrêmement importantes et qui donc en fait sont en cours d'urbanisation et selon des modes, effectivement, qui ne sont pas forcément ceux auxquels l'Europe ou l'Occident a été habitué, mais enfin on n'était pas sur les mêmes rythmes de croissance non plus. Et donc ces zones périurbaines-là vont mixer effectivement certains services ou certaines pratiques de type urbain, si on peut les qualifier comme tels, avec éventuellement la présence de certains services publics, et puis à côté de ça, une très forte prégnance de pratiques agricoles. Est-ce qu'on est dans la ville, est-ce qu'on n'est pas dans la ville? C'est difficile à dire, et puis petit à petit, les choses vont évoluer. Et donc de même, on n'est pas on passe pas, c'est difficile d'arriver à avoir une coupure entre, là c'est physiquement, quand on se déplace dans ces villes, là c'est la ville, là c'est la campagne. Y a pas de, voilà, on est plutôt sur un continuum. Et puis troisième élément, c'est que si on garde cette idée un petit peu qu'il y a des pôles, ces pôles ne sont pas du tout coupés les uns des autres, mais sont en grande partie interdépendants. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que tous les quartiers aisés, en fait, fonctionnent grâce et avec de la main-d'œuvre pour l'entretien des maisons, pour l'entretien des espaces publics, pour la construction, sur de la main-d'œuvre qui, elle, en fait, habite et provient des quartiers populaires ou informels qui sont juste à côté. À l'inverse, ces quartiers populaires et informels vont, eux, aller travailler dans les malls et dans les centres-villes pour pouvoir gagner un revenu. Donc, en fait, ils sont interdépendants, ils sont interconnectés, et voilà. Donc, on n'est pas sur deux mondes en fait qui ne se parlent pas. Il peut y avoir après de la violence sociale, sans aucun doute, de la stigmatisation, mais voilà, on n'est pas sur des villes qui sont des archipels comme ça de quartiers sans lien les uns avec les autres. Ensuite, pour faire un petit tour du monde un petit peu rapidement, je voudrais revenir sur la question des enjeux de définition. Alors effectivement, qu'est-ce que c'est une ville? Quand est-ce qu'on est dans une ville? Quand est-ce qu'on ne l'est pas? C'est pas évident. De même sur ces questions de bidonville, en fait, puisque c'est un petit peu le spectre qu'on a, qui est que l'urbanisation dans les villes du Sud, c'est potentiellement une bidonvillisation du monde. Là, de même, en fait, il y a une très grande diversité de situations, de types de quartiers qui vont être sur des types de logements plus ou moins précaires. Je vous montrerai des photos ensuite. On peut avoir effectivement des bicoques de tôle et de carton. On peut aussi avoir des immeubles de 4 étages qui vont être classifiés selon les standards internationaux comme bidonville. En fonction, donc, pour faire très rapidement, je voudrais revenir sur la manière dont ces quartiers sont appelés. Et là encore, avec les appellations, vont les représentations et derrière, potentiellement aussi, le type d'action et de politique qu'on va décider de mettre en œuvre vis-à-vis de ces quartiers, informels ou bidonvilles. Typiquement, pour commencer, est-ce que vous savez ce que veut dire favela, à l'origine, étymologiquement? Non, personne. Une favela, en fait, c'est une fleur au départ. C'est une petite fleur qui pousse sur une colline à proximité de Rio et où, en fait, un camp militaire a été installé et puis c'est en fait sédentarisé petit à petit et donc a pris le nom de favela. Et ensuite, l'urbanisation de ce type sur les collines est devenue les favelas. Et donc là,
aujourd'hui, clairement, la favela, ça a une connotation, je dirais, qui est stigmatisée socialement, très clairement, hein, dans le contexte brésilien, mais à l'origine, ce n'était pas forcément le cas. Quelques autres petits exemples, parce que du coup, ça va changer effectivement la manière dont on aborde les choses. Bon, bidonville, quand même, hein, étymologiquement, c'est une ville de bidon. Donc là, on voit comment ça manifeste la manière, et ça a été, le mot a été, alors c'est difficile parfois de remonter à l'étymologie originale, mais c'est un terme qui est apparu notamment au Maroc sous la colonisation française, hein, pour qualifier les espaces urbains qui n'étaient pas hygiéniques ou sains pour y vivre. D'autres petits exemples, en Turquie, par exemple, ces quartiers informels, hein, sont qualifiés de gecekondu. Excusez-moi pour la prononciation. Gecekondu veut dire poser dans la nuit. Voilà, donc ça veut juste dire en fait que c'est les gens qui vont arriver et qui vont venir construire le quartier dans la nuit. En Tunisie, ça va être des quartiers populaires. Et puis, en Équateur, par exemple, des invasiones, des invasions. Et là, on voit bien comment est-ce que potentiellement, quand on est un politique, ou quand on est un média, ou quand on fait partie d'une élite, on ne va pas forcément avoir la même vision de la place de ces quartiers dans la ville si on considère que ce sont des invasions ou si c'est un quartier populaire. Et là, il va y avoir des différences en termes de pratiques et de relations sociales aussi entre les habitants des quartiers des uns et des autres. Voilà pour faire très rapidement, bon, y a plein d'autres appellations, mais je ne vais pas les faire maintenant. Et puis en zoomant encore plus, maintenant, si on rentre au sein d'une ville, de même, on n'a pas d'un côté des quartiers informels et populaires, hein, et puis comme un grand tout, et puis après quelques enclaves. Si on considère à l'heure actuelle qu'il y a environ 1 milliard de personnes qui résident dans des bidonvilles ou quartiers informels, selon la définition internationale, ça veut dire en gros à peu près un tiers de l'urbanisation au sud. Ce tiers, on ne peut pas considérer que tous les gens, évidemment, habitent exactement dans le même type de logement, avec le même accès ou pas à l'assainissement, avec le même accès ou pas à un service de déchets, à l'eau, etc. Il y a une diversité de situations. Pour vous donner un exemple, à Delhi, donc Delhi où il y a 20 millions d'habitants, le master plan, donc hérité des Anglais du début 20e, etc., le master plan définit 7 catégories d'habitat. Dans ces 7 catégories d'habitat, il y a à peu près, c'est difficile d'avoir des chiffres hein, quand on est sur ces rythmes de croissance urbaine, mais tout de même. La ville planifiée, en gros, c'est 25%. C'est le master plan qui le dit. Donc on a 75% de la ville qui, en gros, n'est pas planifiée. Et là-dedans, il va y avoir différentes catégories de nouveau d'habitat. Donc vous allez trouver la vieille ville. Vous allez trouver des villages, donc les sites qui étaient justement dans les franges périurbaines, voire dans le milieu rural il y a 50 ans, qui se sont trouvés complètement intégrés par la tâche urbaine. Vous allez trouver littéralement des colonies non autorisées, donc là on est typiquement dans la situation de quartier informel. Mais vous allez aussi trouver comme catégorie d'habitat des colonies non autorisées régularisées. C'est le terme officiel. Elles sont non autorisées mais régularisées. Et vous allez aussi trouver des bidonvilles dans le sens réellement habitat précaire et insalubre où là, effectivement, on peut se dire qu'il y a un problème de logement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire réellement ? Enfin, réellement. En termes de type d'habitat dans lesquels sont les gens, voilà. Donc là, on est à Delhi. Typiquement, dans ces colonies non autorisées. Et donc, vous voyez qu'on est sur du logement en dur. Alors, on ne voit pas bien, mais enfin, ça monte jusqu'à du R+3, R+4. Hein, donc, les gens ont construit ou ont fait construire leur petites maisons ou petits immeubles sur du 3-4 étages. C'est peint, parce que les gens ont envie d'avoir une jolie maison. Les rues sont plus ou moins entretenues, pavées, etc., avec des systèmes, vous voyez en haut à gauche, pour l'évacuation des eaux de pluie, puisqu'il y a la mousson à Delhi, donc c'est un petit peu compliqué. Et puis vous voyez en bas à droite des parcelles qui sont parfaitement définies, etc. Ça, si on prend la définition internationale
du bidonville, c'est un bidonville. Ils ont accès à l'électricité, etc. Donc vous voyez que là, on se retrouve dans une diversité de situations, enfin en tout cas voilà un exemple de ce qui peut être qualifié un bidonville et qui en fait du coup ne permet pas vraiment de rendre compte de la diversité de ces réalités. De même à Lima. Alors Lima, ces quartiers informels ou bidonvilles sont qualifiés à l'heure actuelle de asentamiento humano, c'est-à-dire de manière complètement neutre, établissement humain. Voilà, il n'y a pas vraiment de connotation. Et donc ce sont des quartiers où il y a des travaux de voirie qui sont réalisés typiquement à Lima parce qu'on est en zone sismique, donc en termes de risque naturel, c'est pas négligeable. Mais avec des programmes donc d'électrification, comme vous pouvez voir en bas à gauche. En bas à droite, on est là sur des quartiers informels qui datent des années 50-60, et puis ici des quartiers plus récents, avec un système de bus rapides qui traverse et qui dessert. Donc, on est là sur une ville, en fait, finalement, en train de se construire. Et c'est normal, ça prend du temps, c'est compliqué, c'est parfois chaotique et c'est parfois pas toujours très propre parce qu'en fait, ça fait des travaux de construire une ville et des interventions sur la voirie et les espaces publics. Ça fait des travaux, ça fait de la poussière, ça fait du dérangement. Et donc, effectivement, c'est pas tout propre, c'est pas tout parfait et on n'est pas dans des quartiers, des enclaves aisées. C'est cité de verre dont parle Mike Davis, mais bon, en fait, je pense que si on allait aujourd'hui dans nos villes du Moyen-Âge ou nos villes du 19e siècle, on ne trouverait pas que c'était super propre non plus. Voilà, tout ça pour vous dire que sur les dynamiques internes, c'était pour un petit peu essayer de démonter cette vision des villes comme polarisées entre des extrêmes. Certes, ces extrêmes existent, mais au milieu, il y a une grosse part de l'urbanisation qui se fait selon des processus progressifs de consolidation urbaine par les gens, avec potentiellement petit à petit de l'intervention publique, qui fait que, en fait, si on se contente de voir les villes du Sud comme une opposition entre, en gros, le bidonville et la gated community, on ne va jamais arriver à mettre en œuvre des politiques et des programmes d'intervention et d'investissement qui vont être adaptés à ce type de quartier. Alors, ce type de quartier, c'est potentiellement, en fait, là qu'il y a un effet levier très important que peuvent avoir les pouvoirs publics pour faire en sorte que cette urbanisation devienne justement un espace créant des opportunités économiques, évitant de trop détériorer l'environnement et assurant une inclusion sociale progressive. Voilà. Merci beaucoup à nos deux intervenants. Il nous reste une grosse demi-heure, ou presque 40 minutes, pour des questions de débat avec la salle. Privilège du modérateur, j'aurais peut-être moi 2 questions à poser à nos intervenants d'abord, mais 2 vastes questions surtout pour lancer le débat. La première relative à une chose que vous avez évoquée, Jacques Véron, et que vous évoquez dans votre article, mais la question s'adresse tout autant à Laure Criqui, c'est est-ce qu'il existe selon vous, comme pour Paul Bayrock que vous avez cité, une taille optimale des villes? Et la deuxième, ça renvoie à quelque chose, une chose à laquelle fait référence Laure Criqui dans son article, et en rapport avec le 11e objectif de développement durable des Nations Unies, ce serait comment rendre les villes inclusives. Alors, sur la question de la taille optimale, disons que mon sentiment, c'est qu'il pouvait y en avoir une. Et puis, toute la question de l'optimum, parce que c'était la même chose pour la population mondiale. Il y a eu une époque où on s'est posé la question, est-ce qu'il y a un optimum de la population mondiale? Et ces questions ont complètement été évacuées par la suite, pour des raisons simples qui sont que c'est excessivement difficile de définir, parce que ça dépend beaucoup du critère que l'on retient, des pondérations que l'on retient. Mais il me semble qu'en tout cas, c'est intéressant de se poser la question. C'est peut-être juste un exercice d'esprit, parce que de toute façon, on n'est pas en mesure de contrôler la population, et c'est sans doute pas souhaitable de la contrôler de manière à garantir une population optimale si on était capable de la définir. Mais ça n'est quand même pas inintéressant de se poser la question, parce que
on est face à quand même des phénomènes d'extension des grandes villes, donc une extension spatiale qui va quand même pas sans poser des problèmes, en particulier de transport, quand on voit une ville comme Bombay. Enfin, il y a une compétition sur les terrains qui se met en place, et qui se met en place déjà entre les immeubles qu'on a vus et les bidonvilles, parce qu'en fait, les bidonvilles, comme ça a été très bien dit, alimentent la grande ville par les échanges, des gens qui aident, etc. Mais en même temps, il y a une compétition sur l'espace pour dire il faut vous réduire parce qu'on peut construire des grands buildings à côté. Donc, il y a eu des très fortes tensions à Bombay, à Mumbai sur ces questions-là. Donc, est-ce que la croissance indéfinie des mégapoles n'est pas contre-productive à un moment donné? Je pense que si. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on gère? Je ne pourrais pas trop en dire plus à ce stade. Je suis obligé de botter un peu en touche, mais je suis conscient. Mais... Alors, sur la taille optimale des villes, j'aurais du mal à dire également. Après, ce qu'il faut voir, c'est que les dernières tendances montrent quand même que les grosses villes, les capitales, hein, très souvent, ou en tout cas les villes premières dans les pays, ont énormément grossi dans les années 50, qu'il y a une tendance quand même à une forme de, pour celles qui sont arrivées à 20 millions, une forme de tassement un petit peu des taux de croissance d'une part, et d'autre part qu'à l'heure actuelle, la majorité de la croissance urbaine se fait en fait dans les petites et moyennes villes. Ce qui n'est pas... Enfin, on peut se dire qu'en termes d'aménagement du territoire, pour le coup, c'est plutôt bien parce que ça va permettre d'avoir une forme de maillage du territoire avec des interactions justement avec les environnements ruraux qui seraient peut-être un petit peu plus équilibrés. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que ça veut dire que c'est à l'heure actuelle des institutions... locales ou municipales qui sont finalement en fait qui émergent d'anciens villages et donc qui ont finalement encore moins, proportionnellement encore moins de ressources que ne peuvent en avoir les grandes villes. Donc là, il y a un enjeu en termes de capacité à absorber cette croissance urbaine au niveau des villes petites et moyennes. Je ne réponds pas à la question, mais voilà. Comment rendre les villes inclusives? Il me semble que, je pense que ça découle de ce que je disais. Le premier élément, c'est d'accepter, de reconnaître que l'urbanisation ne va pas se faire telle qu'on pouvait la fantasmer ou la dessiner dans les plans, qu'elle se fait selon d'autres modalités, et que du coup, les quartiers qui en émergent, effectivement, il faut plutôt essayer de faire avec, de les accepter, de leur trouver une place dans la ville. Et ceci se fait à la fois symboliquement, mais aussi, après, de manière très, très matérielle et concrète, hein, parce qu'on est effectivement quand même, malgré tout, dans des quartiers et des situations où soit le logement est très précaire, soit il y a une forme d'insécurité, parce qu'effectivement, on peut être délogé à tout moment, qui fait qu'on n'arrive pas à développer une dynamique socio-économique d'amélioration des conditions de vie, ou parce qu'il y a un déficit clair en termes d'accès aux services publics et aux services essentiels. Et il me semble, selon moi, qu'un des vecteurs vraiment fondamentaux sur lesquels on peut agir et qui vont participer de l'inclusion, je dirais, à la fois matérielle, mais aussi sociale, et encore une fois, en termes de représentation ou d'atténuation de la stigmatisation, c'est accéder à l'eau, mettre en place des systèmes de transport, étendre les réseaux d'électricité. Tout ça fait que les habitants de ces quartiers se sentent reconnus et se sentent comme citadins légitimes. Et donc, évidemment, leurs conditions de vie en sont améliorées, mais par ailleurs, également, ils trouvent une place sociale, je dirais, par leur reconnaissance par les pouvoirs publics. Merci beaucoup. On va donner la parole à la salle. Je vois déjà plusieurs mains qui se lèvent. Il y a des micros qui vont circuler et on va peut-être prendre une première série de 3 questions. Alors, il y a monsieur là-bas. Posez votre question sans micro si vous avez la voix qui porte en attendant que ça n'arrive. Non, pas très bien. Bonsoir, merci Bonsoir. pour vos interventions. Alors j'aurais 2 petites questions. La première, pour prolonger ce qui vient d'être dit sur la ville inclusive, je trouve intéressant de nuancer l'idée d'une rupture entre deux pôles
voilà, déconnectés et deux polarités extrêmes dans la ville du Sud. Pour autant, je crois que Mac Davis insistait aussi dans son livre sur le fait que la ville du Sud était de plus en plus, la production, la fabrique de la ville dans le Sud était de plus en plus le fait d'acteurs privés et qu'il y avait un désengagement des acteurs publics. Et donc je voudrais savoir ce qu'il en est à l'heure aujourd'hui et si c'est le cas, selon quelle modalité pourrait se faire le développement de ces quartiers de l'entre-deux, comme vous dites, de ces espaces informels. Et la deuxième question, c'était au niveau des interdépendances dont vous avez parlé dans votre exposé, Madame Criquet. Je voulais savoir ce qu'il en était dans les pays du Sud. Est-ce qu'il y avait des projets comparables à ceux qui sont lancés dans les métropoles du Nord? On voit qu'il y a le Grand Paris, par exemple, qui essaie de s'emparer depuis une dizaine d'années de ces questions-là, de jouer sur les interdépendances fonctionnelles qu'il y a au sein de la métropole parisienne pour créer une entité politique, économique, etc. Est-ce qu'il y a des exemples dans le Sud qui attestent de cette logique-là? Merci. On va prendre une deuxième question. Il y avait monsieur là-bas. Oui, merci. Paul Arnaud, juriste. Je voulais vous interpeller, monsieur Véron, plutôt. S'agissant d'une phrase, un emporte-pièce tout à l'heure qui prononce en disant il y a 100 millions de petits Chinois, de Chinois, et qui ont été l'objet, les sujets plutôt, de déruralisation, de fuite vers les villes. Moi, j'avais lu que c'était 400 millions, ce qui représente un certain danger pour l'ordre public, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont manger le matin, le midi, le soir, ni ce qu'ils vont faire de leur journée. Et ça, c'est dû, d'après un article que j'avais lu sur le Neue Zürcher Zeitung, le journal de Zurich, qui disait il y a une remobilisation, une réfaction du cadastre des campagnes en Chine. Alors donc, ils ont tous fui vers les villes parce qu'ils étaient sans terre. Est-ce qu'il y a d'autres endroits? J'imagine que oui, mais ça doit être une certaine créateur d'un certain stress au niveau des géographes, des démographes. Est-ce qu'il y a dans d'autres endroits dimension agraire, agricole, primaire de l'économie, avec des économies vivrières? Est-ce qu'il y a des endroits autres où il va être question d'une réforme agraire, cadastrale, compte tenu tous les siècles, ou tous les 2 siècles, il faut remobiliser le cadastre. Est-ce que dans d'autres endroits, ça va créer les mêmes fuites vers les villes? Merci, monsieur. Il y avait une troisième question, là-bas ou là-bas. Monsieur, déjà le micro. Je prends. Ouais, allez-y, sinon il n'y a pas de souci. Je suis pas pressé. Non, allez-y. Bonsoir. Merci pour vos interventions très complètes, pour l'effort qui a été fait sur les définitions, qui est très appréciable. Ma question, un peu piège, je ne sais pas, mais par rapport au Sud et les Suds, je dirais, vu qu'on a vu que c'était des différences bien plurielles entre tous les espaces et les contextes, bien entendu, historiques et sociaux, ça serait, est-ce que pour vous, quel serait en soi, pas la cité idéale, mais un bon élève, quel serait un bon élève d'une ville qui serait bon élève et une ville qui serait un mauvais élève aujourd'hui par rapport à tous ces défis qui se posent pour les villes du Sud? Merci. Une première série de réponses à ces 3 questions et on refera un tour de salle ensuite. Lequel de vous deux veut la parole? Alors, je les prends dans l'ordre, du coup, les questions. La première qui est celle sur
les investissements de fonds privés et donc potentiellement la spéculation foncière qui va avec, et donc la préemption d'espaces urbains au profit de fonds d'investissement ou autres acteurs privés, oui, tout à fait, ça existe, et c'est effectivement des volumes financiers qui sont tels dans des villes qui parfois n'ont pas forcément énormément de ressources. Du coup, voilà, les rapports de force sont tels que ça arrive effectivement, et que ça amène effectivement très souvent à des délogements en plus violents, dans une grande partie de cas, des résidents pauvres qui étaient auparavant sur ces terrains de valeur. Oui, tout à fait. Après, c'est pas pour, enfin, comment dire, c'est pas forcément de ce type-là. Je dirais que le monde va s'urbaniser. L'urbanisation se fait effectivement par une croissance démographique, une croissance spatiale principalement, qui a lieu par ces phénomènes de migration et de croissance endogène des villes. Je veux dire, les villes grandissent de cette manière-là. Au sein des villes, il y a des processus de spéculation foncière et du coup de concentration de ressources dans certains espaces aux dépens d'autres, mais c'est pas exclusif en fait avec ce que je disais auparavant. Sur les interdépendances, je dirais c'est plus la question de la gestion d'agglomération en fait, et de leur empreinte sur les territoires ruraux à proximité. J'ai pas d'exemple là comme ça qui me viennent en tête à proprement parler. De ce que j'ai pu voir, dans bien des cas, on est souvent quand même sur, encore une fois, des institutions publiques locales qui ont bien souvent peu de ressources humaines, techniques, financières, et donc avec des schémas de gouvernance qui sont parfois extrêmement complexes au niveau local, qui fait que arriver à des systèmes finalement un petit peu d'intercommunalité ou d'autorité régionale ou métropolitaine, c'est extrêmement difficile à mettre en œuvre. Sans compter qu'on peut avoir aussi, mais ça peut être le cas absolument partout dans le monde, y compris dans nos pays, mais le fait que quand on est sur la ville capitale, vouloir faire monter la ville capitale parfois permet qu'il y ait un maire qui prenne un maire ou une maire qui prenne une présence politique et une force politique potentiellement menaçante pour les pouvoirs nationaux qui sont présents dans la même ville. Donc il peut y avoir aussi des réticences à créer des autorités. Ça peut arriver, mais ça peut être absolument partout dans le monde. Et puis dernière question sur les Suds, un bon élève, un mauvais élève, c'est extrêmement difficile. Je pense qu'il y a je dirais qu'il y a un élève qui a été, et puis en plus le mot élève est quand même un petit peu gênant, donc je retire. Je reprends une ville qui a eu le mérite, enfin une ville, un pays en fait, qui a eu le mérite d'essayer des choses un peu originales et de tester des choses nouvelles. Et en l'occurrence, donc c'est le Pérou, dont je vous ai montré les photos, qui en fait, dans les années 50, la réaction en général face à la pression démographique a été de se dire il faut construire du logement. Il faut construire du logement, donc on va construire du logement public, du logement social. Le Pérou très vite s'est dit, en fait, on va pas pouvoir suivre le rythme de cette croissance démographique. Et il y a eu toute une réflexion et un travail sur en fait l'accompagnement des processus d'autoconstruction. Alors c'était facilité par un cadre foncier en fait où l'État était propriétaire des terrains. Alors c'est sûr que dans ces cas-là, quand même, les choses deviennent beaucoup plus simples. Mais mettez à disposition des terrains, laissant les gens potentiellement s'installer, construire leur maison, et pouvaient petit à petit ensuite desservir en services essentiels. Sur les quartiers qui ont émergé dans les années 50-70 jusqu'aux années 90, ça a vraiment plutôt bien marché, et aujourd'hui c'est des quartiers qui font vraiment partie intégrante de Lima. On les considère comme les nouvelles Lima. Il y a le Lima traditionnel, et puis il y a 3 nouvelles Lima qui sont les grandes périphéries qui ont émergé à ce moment-là. Il y a certes des limites, il y a des problèmes de violence, les systèmes de transport sont arrivés beaucoup plus tardivement, mais voilà, là ça a été une idée de se dire on va faire avec. On va faire avec parce que de toute façon, d'une part on ne peut pas contrôler, d'autre part, on ne peut pas produire du logement au rythme suffisant, donc il faut tester d'autres choses. Et le fait de tester d'autres choses en politique publique, c'est le fait de le faire, c'est déjà grandement méritoire, me semble-t-il. Alors, sur la question de la Chine, ce dont je parlais, c'est du fait qu'il y a effectivement les gens qui partent parce que ça peut être
liées au cadastre, mais ça peut être simplement au fait que le partage des terres fait que les exploitations ne sont plus viables pour des individus. La spécificité de la Chine, c'était vraiment qu'il n'y avait pas l'autorisation d'aller en ville. Le système du Hukou ne permettait pas, si on était rural, d'aller en ville. Donc cette population ne pouvait pas s'intégrer en ville. Par rapport à l'exode rural classique, qui est que les gens partent, ils vont s'installer en ville, ils vont dans les secteurs informels, ils vont autour de la ville, ils vont créer dans des espèces de zones tampons d'où ils pourront être déguerpis, parce que ça, il y a eu quand même pas mal d'exemples. Mais, je veux dire, ils n'auront pas forcément accès à tous les services de santé et autres, mais il n'y a pas un blocage institutionnel. Dans le cas de la Chine, il y a vraiment eu, jusqu'à récemment, une interdiction aux gens. Donc les gens étaient en situation illégale, et c'est pour ça qu'on parlait de population flottante, puisqu'elle allait d'un endroit à un autre, elle se déplaçait. Sur les exemples de cadastre, des effets, des reclassements, il y en a effectivement en Ouganda, par exemple, je sais qu'il y en a, mais en général dans la périphérie des villes, des zones qui deviennent tout d'un coup des zones stratégiques. Donc on va faire des logements, des résidences ou des logements sociaux ou autre chose, mais en tout cas, celui qui est propriétaire des terres va être pas forcément dédommagé, enfin va être de toute façon chassé de fait, et pas forcément dédommagé à hauteur. Après, les grands programmes fonciers, ça, je ne peux pas répondre à cette question. Sur la question des bons élèves, moi, je trouve qu'on peut être bon élève. Mais c'est quand même assez difficile. C'est une très bonne question, parce que je me suis souvent demandé, est-ce que d'abord c'est mieux la ville que la campagne ? Est-ce qu'au fond, qu'il y ait les mêmes gens répartis disons, uniformément sur un territoire ou concentré, est-ce que c'est mieux ou moins bien? Je ne sais pas trop. Et en tout cas, ce qui est intéressant à cet égard, je voudrais dire trois choses. D'une part, il y a eu des projets d'écocité, notamment la Chine a eu un grand projet d'écocité qui avait été très, très médiatisé en disant on récupérera l'énergie des déchets, il y aura le chauffage solaire. Enfin, c'était un projet magnifique qui finalement n'a pas vu le jour, mais surtout qui était construit dans un endroit qui aurait été un site avec une très forte diversité, qui aurait dû être un site protégé. De la même façon, à l'échelle européenne, il y a les capitales qui sont les capitales européennes, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais qui ont des prix, le prix de la capitale européenne, enfin, sur le modèle durable. Nantes l'a eu, par exemple. Alors, effectivement, si on regarde la ville, on dit il y a des espaces verts, il y a des services, etc. Mais il faut aussi voir qu'est-ce que ça représente par rapport à un projet d'aéroport dans le cas particulier, ou en tout cas la façon dont la ville est insérée et dont les comportements des individus, quel est l'effet sur les campagnes. Parce que ça, je trouve que c'est quand même important. On le voit bien par rapport à des questions quand on parle d'énergie propre, de voitures électriques, etc. OK, on a ça dans les villes, mais il y a quand même ailleurs, il se passe des choses pour que ce système puisse fonctionner. Et puis, la question des transports, on n'en a pas parlé tellement, mais je trouve que c'est quand même une question extrêmement importante, parce qu'il y a quand même des effets d'encombrement au-delà d'une certaine taille de ville, où les villes sont constituées de quartiers qui sont des sous-villes ou des mini-villes, où la ville reste dans son ampleur, et on voit des phénomènes d'encombrement qui sont quand même très contre-productifs et polluants. Et si on essaie de faire le bilan toujours par rapport à l'idée de bons ou mauvais élèves des transports à Delhi, parce que c'était question de Delhi, la fabrication du métro à Delhi, c'est effectivement, ça a simplifié beaucoup de choses pour un certain nombre de gens. Ça a compliqué pour d'autres. Il y a des gens qui ont été chassés de chez eux parce qu'il fallait faire passer le métro. Il y a les conducteurs de rickshaw qui se sont dit c'est une concurrence déloyale. Le métro, tout le monde n'en profite pas. Et pourtant, c'est quand même mieux. Donc, c'est extrêmement difficile de répondre de manière univoque. Mais en tout cas, ce que j'en retiens, c'est qu'on ne peut pas dire parce que la ville fonctionne de manière interne ou est agréable à vivre ou est à des espaces verts, etc., ça ne suffit pas pour qu'elle soit bon élève. Pour qu'elle soit bon élève, il faut aussi voir toutes les pressions qu'elle exerce sur des autres lieux pour son fonctionnement.
Merci beaucoup à tous les deux. On va prendre une deuxième série de 3 questions. Il y avait monsieur là-bas, voilà. Oui, bonsoir. Je voulais vous faire une simple question. Est-ce que vous ne croyez pas qu'une façon de rendre la ville plus inclusive, notamment pour ce qu'on appelle les bidonvilles, ne serait pas l'accès à la propriété? C'est aussi simple que cela, avec tout ce que ça comporte, donc de création de cadastre, de règlement de copropriété et autres. Merci beaucoup. Il y a madame juste derrière vous qui avait une question. Oui, bonsoir et merci pour votre intervention. En fait, j'avais 3 questions. Il y en avait une, c'était pour madame Criqui sur les défis que vous avez à... Enfin, j'ai compris que vous étiez consultante dans justement le développement urbain. Et je me demandais quels défis dans l'accompagnement de cette urbanisation vous voyez de manière récurrente. Au-delà des enjeux politiques et économiques, j'imagine, peut-être qu'il y a des particularités à cette thématique-là. Donc c'était une première question. Il y avait une deuxième question aussi sur comment les modèles de civilisation, ils influencent l'urbanisation dans le monde, puisqu'il y a des modèles de civilisation qui historiquement sont basés sur la construction de grands bâtiments, de grandes cités, alors qu'il y a je pense à l'Afrique où c'est beaucoup moins répandu. Et du coup, comment ça influence l'urbanisation? Est-ce qu'il y a des nouveaux modèles qui peuvent apparaître? Et dernière simple question sur aussi le phénomène de désurbanisation. Il y a certaines personnes qui pensent que c'est un mouvement qui commence à être important aussi, et où les personnes quittent les villes pour essayer de se réinstaller en campagne. À quel point vous trouvez que c'est un phénomène important ou pas? Comment il influence du coup la répartition des populations, etc. Merci. Merci à vous. On va prendre encore une dernière question. Monsieur au milieu. Bonsoir, merci à tous. Moi, ma question ne va pas être très simple à formuler. Je vais essayer. C'est un peu dans la suite de la question sur la civilisation. Globalement, pour faire simple, l'humanité a à peu près 50 000 ans. L'apparition des villes, je dirais presque comme un animal, on peut en parler. Il y a de la sociologie, de l'anthropologie. Et à un moment, il y a quelque chose qui a basculé. C'est-à-dire que jusque-là, les villes se sont créées, sont apparus, sont créés, se sont développés avec des outils qui apparaissaient ensemble. Et à un moment, il y a quelque chose qui a basculé, c'est-à-dire que maintenant, on sépare les villes du Sud, mais il y a quelque chose qui a été nouveau, c'est que globalement, tous les outils existent déjà. La démographie explose, et dans les outils, il y a le positif et le négatif. C'est-à-dire qu'évidemment, la spéculation, je pense qu'au Moyen-Âge, n'était pas la même on ne peut pas comparer la spéculation au Moyen-Âge dans les villes européennes et ce qui se passe en ce moment dans les pays en voie de développement. Mais donc, à quel moment ça a commencé à basculer et à quel moment on parle plus de la même chose, en fait? À partir de quel moment on ne peut plus comparer le développement des villes naturelles, entre guillemets, comme elle s'est passée jusqu'à peut-être il y a 50 ans, et que tout d'un coup, c'est devenu si difficile à contrôler. Quand même, pour le rappel, si je ne me trompe pas, même Paris était insalubre à 20 ou 30% jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Hein. Donc la notion de bidonville, elle est très récente encore à Paris, mais comment se fait-il qu'on puisse régler ça à Paris et que ça soit si difficile à régler ailleurs? Merci. Merci. On va faire une première série de réponses. Est-ce que monsieur pourrait me redire sa question parce que je l'ai raté? Sur l'accès à la propriété. Ah oui, l'accès à la propriété. C'est la propriété. Le problème qui se pose, c'est que c'est quand même souvent des lieux à très forte densité. Donc, c'est très vite, pour que tout le monde ait accès à la maison. Quand on voit les bidonvilles à Bombay, par exemple, près de l'aéroport, il y a 10 personnes qui vivent dans, je sais pas, 10 mètres carrés. Donc, on peut faire l'accès à la propriété, mais il faut faire des constructions en rapport, et c'est quand même assez difficile. Là, il y a quand même une vitesse. Il y a ce rapport à l'espace, mais il y a aussi une vitesse de croissance qui fait que c'est très difficile.
Et il faut voir quand même que la caractéristique des pays dits du Sud, c'est qu'ils sont quand même moins développés. Donc ils ont quand même une allocation des ressources qu'ils doivent essayer d'optimiser. Et les marges de manœuvre ne sont pas forcément très grandes. J'en profite puisque juste sur la question des villes, oui, vous disiez Paris était insalubre, oui, c'est clair. Et quand il y a eu un développement des villes lié à l'industrialisation, et à ce moment-là, il ne faisait pas bon vivre en ville. La mortalité était supérieure en ville à ce qu'elle était en zone rurale. Donc il y a eu toute une phase de développement des villes qui a été négative, entre guillemets, par rapport, disons, au bien-être des populations. Donc après, les moteurs... Enfin, quand on regarde un peu l'histoire longue, on a l'impression... Bon, il y a eu des villes qui ont été vraiment associées à des civilisations et qui ont été des pôles importants. Aujourd'hui, moi, quand même, le sentiment que j'ai dans les pays du Sud, c'est quand même que l'urbanisation est très largement auto-alimentée. Et ce que je disais, enfin, mon sentiment, c'est que finalement, quand même, les gens partent des campagnes pour des raisons objectives de terre, de raréfaction des terres, et puis aussi parce que y a quelqu'un qui est déjà en ville et qu'on va le rejoindre, et que cette migration fait partie un peu du paysage. Et dernier point sur la désurbanisation, on avait beaucoup parlé à une époque, enfin il y a une quinzaine d'années, justement de ces mouvements un peu de départ. Il y a eu, les gens sont venus dans les villes, ensuite ils sont venus autour des villes, la suburbanisation, et puis il y a eu des mouvements de retour vers le centre, et puis des gens qui sont partis. Mais quand on regarde la croissance, pour l'instant, elle est toujours positive. Il y a peut-être des villes qui diminuent, mais en général, c'est le centre des villes. Mais globalement, je ne connais pas trop d'exemples de villes qui aient vraiment diminué parce que les gens partaient ailleurs. Sauf cas particulier, et plutôt des petites villes parce qu'il y a eu une crise, parce qu'on a fermé les usines, comme c'était à Détroit à un moment, ou des événements particuliers qui vont le faire. Mais disons, comme phénomène un petit peu de structuration urbaine, je n'ai pas d'exemple en tête. Ouais, je rebondis tout de suite là-dessus. De même, sur la désurbanisation, je vois pas trop. Alors, quand on parle des pays du Sud, parce que pour le coup, effectivement, en Europe de l'Est, etc., il y a des villes qui voient leur population décroître. Là, ça pose plein d'enjeux en termes notamment de dégradation, en gros, des infrastructures, que ce soit les infrastructures de logement ou les infrastructures des réseaux d'eau, d'assainissement, etc., qui sont du coup moins utilisées. Et donc voilà, il y a une dégradation là d'investissements en dur qui avaient été faits il y a 50 ou 100 ans. Et là, il y a des vrais enjeux. Mais c'est vrai que dans le Sud, j'ai pas vraiment d'exemple. Alors, sur la question de l'accès à la propriété, ça a été un très long débat. Il y a eu dans les années 90, fin des années 80, début des années 90, l'idée qu'effectivement, formaliser la propriété informelle permettrait effectivement de sortir de cette zone grise, les quartiers informels, ou d'ailleurs en l'occurrence les entreprises, enfin les activités économiques informelles, et par là les faire rentrer finalement sur le marché et permettre de sortir de la pauvreté de cette manière-là. Si ça vous donc c'est les travaux de DeSoto qui a notamment beaucoup influencé la Banque mondiale et qui a mis en place ce type de programme dans les années 90. Ça a fait face à plusieurs écueils en fait. Le premier est que distribuer des titres de propriété suppose en fait fondamentalement que le système de la propriété individuelle est finalement la référence et le cadre. Donc on est là en l'occurrence dans des pays où justement il y a des types de propriétés collectives, partagées, etc., complètement différents. Et donc venir essayer de mettre en place un système de titres de propriété individualisés, etc., ne colle pas forcément avec les pratiques locales d'usage des sols. Deuxième problème, évidemment, donc la capacité administrative à mettre en œuvre ces programmes. Et troisième défi également, le fait que finalement, l'idée était que, je fais un résumé très grossier, mais l'idée était un petit peu de dire, à partir du moment où ces gens vont avoir leur titre de propriété, typiquement, par exemple, ils vont pouvoir aller à la banque,
prendre une hypothèque et donc du coup faire un prêt et pouvoir investir dans le développement d'un commerce ou d'une activité économique. Et en fait, il s'est trouvé, donc ces grands programmes, encore une fois, ont été expérimentés et testés au Pérou, entre autres. Beaucoup d'études en fait ont très vite montré que finalement, c'est pas parce qu'on a un titre de propriété que la banque va nous accorder un prêt. C'est pas si simple. D'autre part, que du coup, ça peut aussi amener à finalement des attitudes un petit peu clientélistes de distribution de titres, histoire de dire, et puis sans derrière, en fait, que du tout, les services publics, notamment, et les infrastructures ne suivent. Et donc, à ce moment-là, on ne va pas nécessairement particulièrement participer de la consolidation urbaine. En revanche, il y a un élément qui est extrêmement important, mais qui est plus souple et peut prendre d'autres formes que le titre de propriété, qui est ce qui s'appelle en anglais la security of tenure, donc la sécurité de la tenure. Autrement dit, un petit peu l'occupation. Le fait d'être sûr qu'au moins, on ne va pas être déguerpi ou délogé de la parcelle ou le logement où on habite. Et ça peut se faire de plein d'autres manières, en fait, que par la distribution de titres de propriété et de cadastres fonciers, etc. Enfin, le fait, par exemple, d'avoir une facture d'électricité de l'opérateur officiel, puisque ça arrive, hein, il y a des quartiers informels qui sont officiellement raccordés à l'électricité. Le fait d'avoir une facture d'électricité, c'est un document, un élément qui va faire qu'on va avoir ce sentiment de sécurité de la tenure et donc pouvoir investir dans son logement, etc. Voilà. C'est un très long débat qui a avec donc des tentatives, certaines qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché, d'autres pas complètement, mais voilà, la question a déjà été franchement soulevée. Et puis pour terminer sur les défis de l'accompagnement de l'urbanisation aujourd'hui, puis je vais coupler ma réponse un petit peu peut-être avec la question sur les modèles civilisationnels. C'est un peu compliqué, potentiellement un peu philosophique, mais il me semble qu'il y a un gros enjeu qui est qu'on a quand même eu, je dirais, il y a une histoire quand même de la planification urbaine. Alors, nos villes, les villes occidentales n'ont pas été planifiées, à proprement parler. Les centres historiques, quand on va dans le Marais, les rues, elles sont toutes tortueuses, etc. Enfin, ça n'a pas été planifié, mais il y a eu quand même, en gros, au 19e siècle, des politiques d'aménagement urbain qui ont orienté et structuré les villes pour qu'elles fonctionnent, je dirais, peut-être au mieux. Ce modèle de la planification urbaine qui vise quand même, certes, à orienter autant que possible l'urbanisation, mais aussi à la contrôler quand même très fortement en définissant sur un plan, voilà, là c'est une zone industrielle, là c'est une zone résidentielle, et puis vous n'avez pas le droit d'habiter dans la zone industrielle, puis vous n'avez pas le droit de développer un commerce dans la zone résidentielle, ce genre de choses. Ou de dire que vous n'avez pas le droit de construire à plus de 3 étages. Enfin, des normes comme ça qui sont liées à la planification, des normes d'urbanisme, qui restent quand même l'idée de dire les pouvoirs publics vont contrôler l'urbanisation. Et ça reste très très fort comme modèle, comme idéal en fait. Certes, on préférait que les villes soient comme on peut les dessiner sur le papier, parce que sur le papier c'est parfait. Mais enfin, la réalité c'est pas ça. Et là, il me semble qu'il y a un réel enjeu, même pour les professionnels du secteur, même si on le sait, même si on fait passer ce discours, etc. C'est quand même vraiment, vraiment, vraiment très difficile dans certaines situations de se dire bon, il va falloir faire avec. Mais faire avec cette réalité qui, fondamentalement, parfois est insalubre et n'est pas souhaitable, c'est très dur. Et puis, ça suppose, en fait, d'inventer des nouveaux arrangements entre acteurs, des nouveaux modèles financiers, des nouvelles... plein de nouvelles choses. Et c'est pas toujours évident, là, d'arriver. Et puis, c'est risqué, en plus. Parce que quand on travaille sur la ville, on travaille sur une matière qui dure. C'est-à-dire qu'une fois que c'est construit... on espère bien qu'on ne va pas démolir dans 2 ans. Donc, il faut qu'on arrive à se projeter sur 20 ans et puis en même temps de se dire qu'il faut qu'on tente des choses parce que les modèles qu'on a, ils ne fonctionnent pas trop, quoi. Voilà, je ne sais pas si c'est très, très opérationnel, mais... Merci beaucoup. On a le temps peut-être de prendre une toute dernière question. Alors, Laure Criqui me presse à juste titre de donner la parole aux femmes. Alors, mesdames, ne soyez pas timides. Allez-y, madame. Bon, un grand merci pour les interventions. Alors, une question que je me pose, bon, j'ai travaillé dans le Sud, en fait, j'ai travaillé au Chili pendant 23 ans dans le domaine du développement durable
et les grands projets d'infrastructure dus à la politique qu'on a implémentée après la démocratie de l'association publique-privée. Et je dirais que là, je trouve qu'il y a un jeu très intéressant parce que dans l'association publique-privée, tu peux insérer, introduire des exigences à niveau de l'inclusion et de la considération des paramètres d'environnement, etc., d'inclusion sociale. Alors, c'est-à-dire, et je colle avec le jeune homme qui a parlé du grand projet de Paris et tout ça. Je ne sais pas, je me suis posé la question quand je suis arrivée à Paris l'année dernière, comment se fait ce projet, si ce projet vraiment va produire de développement durable, si c'est seulement de l'infrastructure. Parce que ça, je dirais, là, il y a un enjeu majeur. Et surtout, parce que dû les changements climatiques, il faut faire vraiment attention. L'extension de la tâche de la ville, généralement dans le sud, c'est fait dans des zones inondables, dans des zones qui sont vraiment très précaires. Et c'est ces populations précaires qui souffrent aussi les variations de changement climatique et de l'impact, en fait. Alors, ma question, c'est est-ce que vous voyez des modèles de gestion dans les politiques publiques plutôt à niveau international? Je ne sais pas quand va être le prochain cambre de l'habitat, par exemple. Merci beaucoup, madame. Alors, il y a monsieur qui avait une question juste là, et ce sera la dernière. Ok, merci. Ma question va peut-être compléter un peu la question de madame, parce que moi, je me suis dit que dans certains pays, en fait, pour le cas de certaines villes du Sud, est-ce que le défi n'est pas plutôt lié à un leadership politique? Parce que à un moment donné, les défis urbains sont là, mais on constate qu'il y a une certaine ignorance sur la question. Et il y a des efforts qui ont été faits par le bien de la Banque mondiale et autres qui interviennent pour renforcer les services techniques locaux. Je connais un exemple du Togo, du Tchad, ce sont des pays d'Afrique que je connais le mieux. Et alors, malheureusement, c'est les autorités locales, je parle principalement des municipalités, qui sont en charge de la gestion des villes. Ils sont très limités techniquement. Et à l'échelle étatique, est-ce qu'il y a un manque de vision politique et des stratégies politiques pour ne serait-ce que recouvrir pour un recouvrement de financement, ou bien ne serait-ce que renforcer les services techniques, ou bien ne serait-ce que sensibiliser la population de façon objective sur la gestion de la ville en question? Moi, je me suis dit que le fondement des grands défis dans certains pays, le problème, il est là. Tant qu'au niveau politique, il n'y a pas de véritables améliorations, je crois que les autres, le point de vue économique, habitat et autres, vont toujours rester au même niveau. Voilà, donc je voulais savoir si vous avez eu des exemples ou bien vous avez vécu certaines situations que vous pouvez nous expliquer. En tout cas, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Merci. Merci, monsieur. Alors, 2 réponses à ces questions et puis le mot de la fin. Non, sur les exemples, là, sur ce que vous disiez sur le Grand Paris, est-ce que ça sera une politique de transport essentiellement, ou est-ce que ça fera progresser dans la voie du développement durable? Là, je trouve que c'est difficile, parce que si on est très près des choses sans vraiment bien les connaître non plus, parce que c'est quand même assez compliqué, c'est assez conflictuel en plus. Il y a des compétitions de compétences. Non, sur cette question, je serais très embarrassé. Sur la question de monsieur, je pense que ce n'est pas propre à l'urbanisation, c'est propre à la question du développement. Je pense que le développement d'un pays, et je pense particulièrement en Afrique aujourd'hui,
est quand même largement bloqué par le fait qu'il n'y a pas des gens qui prennent ces thématiques vraiment, enfin des États forts qui prennent vraiment ces thématiques de face, je dirais. Et donc les gens, effectivement, sont un peu livrés à eux-mêmes. Il n'y a pas des orientations. Après, il y a des cercles vicieux qui se mettent en place. Si le système scolaire ne marche pas bien, si le système de santé ne marche pas bien, les gens ne sont pas incités à réduire la fécondité ou à accorder une valeur à la santé. Donc après, tout est... Donc je suis complètement d'accord avec vous, mais je pense que on peut le généraliser, c'est pas propre, en l'occurrence, à la question de l'urbanisation. Et puis, juste pour avoir mon petit mot de la fin, c'est qu'il ne faut pas non plus oublier les campagnes, parce que si on sera majoritairement en ville, il y aura quand même des gens qui vivront à la campagne, qui ont souvent un très faible accès à l'instruction, donc ils doivent parcourir des kilomètres, les enfants, pour aller à l'école. Et puis c'est aussi les campagnes qui font vivre les villes très largement. Donc le modèle de développement de la ville, il faut quand même qu'il soit compatible avec les possibilités du monde rural. Et je trouve qu'il faut vraiment aborder la question des villes en gardant à l'esprit les impacts que ça peut avoir sur le milieu rural. C'était mon petit mot de la fin. Donc j'ai tout dit en même temps. Alors oui, sur le Grand Paris, j'aurais vraiment du mal à vous répondre. Après, le fait que effectivement le développement durable va au-delà des infrastructures, oui, sans aucun doute. Je pense que effectivement, vos deux questions renvoient à celle du leadership politique et à celle de la vision et de la capacité des autorités locales à porter des projets de territoire. Alors de même, pour mot de la fin, j'ai envie de terminer avec deux anecdotes presque. L'une qui est, certes, il manque dans beaucoup de cas, et encore une fois, en plus, il y a un manque de leadership politique et puis un manque de capacité institutionnelle. Alors, quand on conjugue les deux, effectivement, ça finit par être un peu compliqué. Si on prend par exemple le service urbain qui est le moins développé, en l'occurrence, Jacques Verrand en parlait, l'assainissement. Dans bien des cas, de plus en plus, là, du coup, justement, il y a des études qui portent sur l'assainissement et qui essaient de se dire pourquoi, à un moment, certaines villes, pour le coup, se sont saisies de cette question de l'assainissement. Réponse terrible, parce qu'il y a eu une épidémie. Et donc, ça a déclenché la volonté politique. Voilà, ça, c'est l'anecdote pas très optimiste de se dire que il faut attendre qu'il y ait une crise pour que, du coup, ça réagisse et qu'on se dise c'est pas possible. C'est assez terrible comme manière de voir les choses et je souhaite vraiment fondamentalement que nous n'en arrivions pas là. Pour finir sur une note plus positive, il y avait Habitat 3, donc le forum, la 3e conférence internationale de l'ONU en 2016 à Quito, et c'était à la fois un petit peu décevant parce que typiquement en termes de représentation de chefs d'État, il y avait évidemment le représentant de l'Équateur et également celui du Lesotho, et c'est tout. Il n'y avait pas de représentant des États qui s'étaient déplacés à Quito pour traiter de ces questions d'urbanisation. C'est assez inquiétant, me semble-t-il, quand on voit effectivement cette urbanisation du monde. En revanche, la veille de l'ouverture officielle de ce forum, il y avait l'Assemblée mondiale des maires. Et il y a eu pendant une journée des maires du monde entier qui sont venus et qui faisaient des petites présentations de 7-10 minutes et qui présentaient leur vision de territoire. Alors, il y avait évidemment une grosse représentation de maires latino-américains, latino-américaines, puisque c'était à Quito, mais quand même. Et je dois avouer que c'était... Alors, est-ce que concrètement, ensuite, ils vont avoir les moyens de mettre en œuvre leur politique localement, etc. C'est toujours des défis. Mais il y avait là une vision, une envie des projets de territoire qui étaient d'une richesse et justement qui allaient bien au-delà des purs projets d'infrastructure, qui portaient vraiment des visions sociales, environnementales, durables de leur territoire, qui étaient assez enthousiasmantes, en tout cas à titre personnel. Et potentiellement, là, il y a peut-être quand même un mouvement. Alors, ça va prendre du temps, ça va aller plus ou moins vite en fonction des contextes politiques et géographiques et culturels aussi. Mais voilà, pour finir sur une note un peu plus optimiste, je pense que du côté des autorités locales et des maires, il y a un mouvement quand même porté par le fait qu'on est dans un monde urbain qui a du potentiel. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment à nos deux intervenants.
J'ajoute que vous pouvez vous procurer ce numéro donc, à la sortie auprès du bureau des étudiants d'Iris Sup. Vous pouvez également vous le procurer sur le site de l'Iris, à la fois en version papier et en numérique. Vous pouvez consulter les articles sur le site de Cairn. Et dernière petite chose, j'ajoute qu'un numéro de Géopolitique, le débat sur RFI, sera très prochainement consacré aux thématiques de ce dossier. Et y participeront donc Jacques Véron, ici présent, Valérie Claire également, qui a contribué à ce dossier en écrivant un papier sur la catégorie justement de bidonville. Et enfin, Pierre Bréchon, qui nous parlera de la dichotomie entre urbain dit progressiste et rural dit populiste. Merci à toutes et à tous et très bonne soirée.